Bonjour à tous et merci de votre confiance, merci de faire vivre ma chaîne et continuer à mettre des commentaires, des encouragements et à vous abonner, cela me donne de la motivation. Je suis Jean-Brice Tivan et cette vidéo s'adresse à ceux qui souhaitent avancer sur le chemin de la santé, mais plus particulièrement à ceux qui pensent que seule l'hygiène de vie, la nutrition, l'hormèse, le mouvement, la relation à la nature, le respect des rythmes circadiens, etc., permet de rester en bonne santé en évitant les maladies. J'ai l'habitude de donner des outils et d'apporter ma réflexion sur des thèmes de santé, sur ceux-là en particulier. Mais la santé ne se résume pas à la maîtrise ou à l'application d'une bonne hygiène de vie. C'est un pilier nécessaire de la santé, mais loin d'être suffisant. Je vous ai déjà parlé de l'autre pilier de la santé, l'équilibre psycho-émotionnel. Et bien dans cette vidéo, on va aller encore un peu plus loin. Je ne vais pas seulement vous expliquer qu'il existe une cause psycho-émotionnelle à nos maladies, je vais même vous expliquer qu'elles sont programmées en nous dès la naissance. Mais programmées par qui? Et programmées, cela ne signifie pas que vous allez forcément les exprimer. Lors de la conférence sur le décodage psychobiologique des maladies ou les vidéos abordant déjà ces thèmes de décodage biologique des maladies, vous avez pu avoir un petit aperçu du lien existant entre un symptôme et nos ressentis, ainsi que le sens biologique qu'ont ces maladies. Vous avez sans doute compris que tout symptôme répond à un stress et correspond à une réponse que mon cerveau archaïque a en lui depuis des millions d'années. Vous vous souvenez de l'eczéma, qui correspond à l'épiderme, un organe du toucher, qui renvoie à un stress de séparation. Vous vous souvenez de l'exemple que j'ai donné avec mon fils, par exemple sur l'urticaire, qui associe là une séparation, toujours puisque ça touche l'épiderme de la peau, avec une frustration, voire une colère. Et puis je vous ai parlé de la cystite. Vous savez, cette maladie qui vous pousse à vouloir uriner beaucoup de façon répétée, c'est une inflammation de la vessie qui vous invite à aller uriner fréquemment. Or, dans la nature, uriner, c'est une façon de bien marquer son territoire. Pour notre cerveau archaïque, la cystite est bien créée quand nous n'arrivons pas non plus à marquer convenablement notre territoire, mais là d'un point de vue symbolique. Nous n'arrivons pas, par exemple, à poser nos limites, à organiser des choses dans notre vie à notre guise. C'est en tout cas le ressenti des personnes qui ont de la cystite et qui ont vécu un stress que l'on appelle nous un conflit pour lequel nous n'avons pas de solution. Je ne peux pas, par exemple, dire non à mon patron qui m'impose un travail pour lequel normalement je ne suis pas habilité, mais je n'ose pas lui dire non parce que c'est mon patron. J'ai l'impression de me faire marcher sur les pieds, mais je ne peux pas poser mes limites, soit par peur de perdre mon travail, soit par un manque de confiance en moi ou d'autres croyances. Votre corps, à travers un symptôme, fait donc à votre place ce que vous n'arrivez pas à faire intellectuellement ou à mettre en place réellement, concrètement dans votre vie. Alors un autre exemple concret de cela, pour dépasser un petit peu et aller un petit peu plus loin. Une maîtresse d'école punit un élève, elle le met au piquet avec un bonnet d'âne. L'enfant ressent les moqueries, peut le ressentir de différentes façons. Humiliation, situation injuste, rancœur, frustration. Mais l'enfant, là, va ressentir une agressivité très forte tournée vers sa maîtresse. Il aimerait crier, décharger son agressivité en tapant sa maîtresse. Or, il ne peut pas le faire parce qu'il y a des règles sociales, des règles d'éducation, le fait de ne pas vouloir décevoir les parents, la peur de l'adulte, de la sanction, fait qu'il s'interdit de manifester son agressivité. Une agressivité qui devient ingérable, qui crée une tension interne. Son cerveau va alors essayer de trouver une solution à travers un symptôme qui lui permet d'exprimer cette agressivité refoulée. Ce symptôme sera par exemple se ronger les ongles. Les ongles, dans la nature, dans le comportement, en éthologie, sont les griffes, l'arme pour se défendre ou attaquer. Donc je renvoie ici au comportement animalier. En détruisant mon arme, je montre que je m'interdis de manifester mon agressivité. L'enfant cessera donc de se ronger les ongles si vous lui permettez d'exprimer son agressivité autrement, soit par la parole qui peut être libératrice, soit par le fait qu'il va changer sa représentation de la maîtresse, soit parce que la maîtresse va changer son comportement envers lui. Il existe différentes solutions possibles pour aider cet enfant. Mais le fait de décrypter ce symptôme vous permet d'aller chercher le ressenti exact qui
ronge de l'intérieur, on pourrait dire cet enfant. Mais attention, se ronger les ongles est un symptôme qui ne renvoie pas toujours forcément au même ressenti, même s'il existe en biologie souvent ce que l'on appelle des invariants. Comprenez donc que votre cerveau ne se trompe jamais. Quand il met en place un symptôme, ce symptôme a toujours un sens et est en relation avec vos ressentis. Nous verrons comme cela de nombreuses pathologies ou symptômes ou comportements ou même des difficultés scolaires qui se mettent en place suite à des stress particuliers. On voit cela en formation et je vous parlerai de cette formation à la fin de cette vidéo. Mais allons maintenant encore plus loin. Je vais aborder un sujet vraiment intéressant, passionnant, enfin du moins moi qui me passionne, puisqu'il concerne nos programmations inconscientes. Savoir vraiment qui l'on est au fond. Nous allons voir que nous sommes le résultat de notre histoire familiale. Vous allez comprendre comment, dans une période qui se situe autour de notre conception jusqu'à notre naissance, voire l'accueil du bébé, comment, dans cette période très précise, nous nous imprégnons des ressentis de nos parents ou membres très proches de notre famille. L'enfant en devenir, donc dans le ventre de sa maman, même si parfois la programmation démarre avant la conception, est dans une période d'imprégnation qui va lui apporter des ressources ou au contraire des peurs, des préjugés. Mais en tout cas, c'est une période où nous construisons nos premières croyances. Elles viennent bien sûr de nos parents, elles ne nous appartiennent donc pas, mais nous les portons tout au long de notre vie, sauf si nous parvenons à en prendre conscience et c'est un premier pas pour nous en libérer. Parfois, nos guérisons passent par lâcher des peurs, lâcher des conflits que nos parents nous ont transmis inconsciemment. Les travaux autour de cela expliquent que les conflits psychologiques des parents, souvent non résolus, deviennent biologiques chez l'enfant. Vous allez donc voir à travers l'exemple que je vais vous donner ici, comment on peut programmer un symptôme suite à une situation de stress vécue par des parents dans cette période que l'on appelle la période du progescence, où l'on se construit. Bien sûr ici, je reste un petit peu caricatural, comme vous allez le voir, il faut beaucoup de temps de compréhension pour aller plus loin et sortir de la caricature, bien sûr, c'est ce que je fais donc en séminaire, mais à travers cet exemple, écoutez bien, vous allez réellement comprendre certaines choses qui vont vous ouvrir une nouvelle vision de la santé et bien sûr de la vie. Oui, comme vous allez voir, nous sommes programmés dès notre naissance. Oui, même nos maladies sont en partie déterminées par notre histoire familiale. Mais oui, nous pouvons aussi nous en libérer et ça, c'est la bonne nouvelle. Voici, à travers cet exemple, comment comprendre nos programmations. Et vous allez voir qu'on peut utiliser la symbolique, le langage des oiseaux, la physiologie, l'éthologie, l'étude du verbe. Les langues sont chargées de verbes et donnent du sens à nos symptômes. Comment notre inconscient nous programme? C'est comme ça que j'aurais pu appeler cette petite vidéo. L'enfant, vous avez vu, est le symptôme de sa généalogie. J'en ai déjà un petit peu parlé avant, on va vraiment le comprendre maintenant. Et on va le comprendre à travers un exemple lié à une fausse couche, diabète et lâcher prise. Dans une démarche de connaissance de soi, donc, il est important de connaître notre progescence, en décodant les circonstances et l'ambiance familiale autour des 18 mois qui précèdent notre naissance. Alors, ce concept de progescence vient d'un psychologue clinicien nommé Marc Fréchet, qui a vraiment travaillé sur cette notion de programmation de ce que l'on devient en psychologie clinique. Et donc, il explique que durant les 9 mois précédant la conception et les 9 mois de grossesse, jusque 9 mois après votre naissance, donc 27 mois en réalité, vous allez voir donc comment vraiment les ressentis des parents imprègnent notre biologie. C'est une période très importante dans la construction de l'enfant qui est alors extrêmement réceptif aux ressentis de ses parents. Ces ressentis, qui ne lui appartiennent donc pas, deviendront pourtant plus tard ceux qui lui permettra d'affronter sa vie future. En gros, nous nous chargeons dans cette période des informations qui, pour notre inconscient, constituent un bagage, une sorte de ressources qui pourront nous aider à affronter le monde plus tard. Pour notre cerveau, qui est programmé pour notre survie,
tout ce qui vient des parents durant cette période est mémorisé dans l'inconscient et ressortira sous forme soit de comportement, soit de maladie, soit de hobby, de choix de vie particuliers, de croyances, lorsque nous serons confrontés plus tard à des situations chargées de stress. Nous apprenons donc déjà dans le ventre de notre mère et même avant de naître, ce que seront les dangers de demain. Plus tard, face à une situation stressante et donc reconnue comme potentiellement dangereuse par notre cerveau, ce dernier, qu'est-ce qu'il ira faire? Eh bien, il ira chercher dans sa mémoire inconsciente des programmations venant de cette période-là, issues de l'histoire des parents. Voici donc quelques pistes qui vont vous permettre de mieux comprendre comment se met en place ce que l'on appelle donc le projet sens. L'enfant qui naît après une série de fausses couches. C'est l'exemple que j'ai choisi, il est très explicite. Attention, je précise que tous les enfants qui sont nés après une fausse couche ne vont pas vivre exactement les mêmes choses, puisque comme vous allez le voir, cela dépend du ressenti des parents dans cette période-là. Observions donc dans ce premier volet les programmes qui vont circuler des parents vers le fœtus lorsque la mère enceinte vit un stress en rapport avec la peur de perdre son enfant. Donc le cas, c'est un enfant qui naît après une série de fausses couches et la mère, qui est donc enceinte, doit rester alitée plusieurs semaines pour éviter une nouvelle fausse couche. À ce moment-là, la mère a une angoisse qui pourrait s'exprimer ainsi. L'enfant ne tient pas, il ne s'accroche pas, à tout moment il risque de lâcher. La croyance donc inconsciente transmise à l'enfant sera donc, pour survivre, il faut tenir bon, il faut s'accrocher. C'est un programme. Le programme de cet enfant sera donc plus tard, tiens bon à tout prix. Ne pas tenir bon, c'est mourir. Dans tous les sens du terme. Et dans sa vie, il va toujours s'accrocher. Peut-être sera-t-il un bon escaladeur à main nue, sans sécurité, qui rejouera sans cesse l'histoire de sa naissance en se mettant dans une situation de ne jamais devoir lâcher la paroi entre guillemets utérine, au risque de mourir. Sur le plan psychologique, cela pourrait donner de l'obstination, de l'entêtement et donc une difficulté à revenir sur ses positions, sur ses convictions, car cela serait synonyme d'échec et donc de mort. Lâcher, c'est mourir. Cela le conduira peut-être à un certain acharnement, à mener des projets à long terme. Cela peut donc devenir aussi une qualité. Abandonner ou renoncer, pour lui, c'est mourir. Ce type d'individu est bien évidemment prêt à de nombreux sacrifices pour arriver à ses fins et il sera bien difficile de les désarçonner, de les faire chuter ou de les faire tomber, par exemple les destituer d'un poste. Pour eux, chuter même de l'échelle sociale ou notre type de chute, c'est renoncer au désir de leur mère, c'est la décevoir et pour son cerveau, cela signifie simplement mourir. Donc une des maladies pouvant être associée à ce ressenti de devoir résister, tenir le coup, c'est le diabète. Le pancréas diminue les sécrétions d'insuline et le diabète fait que vous allez conserver toujours du sucre, une glycémie élevée, donc du sucre dans votre sang, sucre qui est un carburant disponible à tout moment. Vous gardez donc une réserve d'énergie en cas de coup dur. En hébreu, diabète se dit souka, ce qui signifie ramer. Cela renvoie à la notion de résistance. On rame, mais pour ramer, il faut une résistance. La racine de ce mot propose de travailler donc sur la résistance, mais en ramant. C'est la résistance qui fait avancer le diabétique. Le rameur, plus il pousse, plus il résiste, plus il avance. Donc si on fait un petit peu en plus de langage des oiseaux, je ne vais pas m'éterniser sur vous expliquer ce que c'est ici, et qu'on le ramène à la physiologie pour comprendre ce que signifie vraiment diabète. Et vous savez que l'insuline est sécrétée par le pancréas et plus précisément par les îlots de Langerhans. De l'îlot, pour rejoindre le rivage, tu es obligé de ramer. Souka donne le mot souké, qui est une technique particulière de ramer. En fait, on pourrait aborder le diabète par « est-ce que tu te sens isolé, seul sur une île déserte ?» Ta vie se résume-t-elle à résister pour avancer? Donc comprenez que cet enfant qui va naître peut-être avec un diabète de type 1 plus tard
ne se retournera pas spontanément vers des pratiques telles que le yoga, la relaxation, la philosophie zen, etc., qui invitent à lâcher prise. Car pour lui, le lâcher prise, c'est décevoir sa mère, c'est mourir. Lâcher prise, c'est décrocher et mourir. Voilà comment vous pouvez obtenir l'effet contraire de ce que vous recherchez. Proposer d'apprendre le lâcher-prise à un diabétique qui a ce programme-là ou un survivant de fausse couche peut s'avérer très angoissant pour eux. Ce bébé doit sa vie au fait de s'accrocher et de résister. Si vous devez votre vie à votre capacité à vous accrocher, à tenir le coup, alors votre vie se résumera à résister et le diabète pourra devenir votre meilleur allié pour y parvenir, puisque vous gardez toujours un carburant dans votre sang disponible pour résister. S'il y a eu de longs moments de lit par exemple, et en plus des médicaments pris afin d'assurer la tenue de l'enfant, cela sera encore plus important. L'enfant ensuite tiendra et se tiendra bien dans sa vie. Ce sera du moins son programme et ses valeurs. Si la mère attribue la survie de son bébé à la prise des médicaments, cela pourra se traduire par une croyance pour l'enfant que le médicament est nécessaire en cas de difficulté. Et dès le moindre problème, stress ou difficulté dans sa vie, cet enfant plus tard se tournera vers la médecine, la chimie qui l'a sauvé. Car pour son cerveau, médicament égale survie. Je ne dis pas que c'est une réalité, c'est juste, mais pour lui, c'est une croyance qui s'est vérifiée. Supposons maintenant que cette mère n'ait pas supporté de rester alitée durant des semaines entières. L'enfant dans le ventre va enregistrer quoi? Le programme suivant. Rester immobile, allongé, est insupportable. La croyance qui va alors passer à l'enfant est « rester immobile est un stress trop fort ». Mais c'est le stress de sa mère. À ce moment-là, il était utile. Sa mère lui demande donc inconsciemment de ne pas rester immobile. Plus tard, cet enfant réalisera le désir inconscient de sa mère et se mettra peut-être à bouger toujours. Bouger va devenir libérateur et à l'opposé, se reposer, s'allonger, faire la sieste devient synonyme d'inconfort et de stress. Donc pour l'enfant, rester immobile deviendra impossible. Il pourra par exemple devenir hyperkinétique, une façon d'être hyperactif dans le mouvement, pour faire ce que sa mère aurait aimé faire pendant des mois mais qu'elle n'a pas pu réaliser. On dit que les enfants réalisent des programmes inconscients de leurs parents, en particulier ceux chargés de stress autour de leur conception. Alors, quels sont les vôtres? Les ressentis et croyances inconscients parentales gouvernent une partie de notre émotionnel d'aujourd'hui. Nos comportements, nos choix de vie, nos hobbies, nos maladies, tout ce que nous faisons, pensons, imaginons, ne sont en réalité que des réponses au programme inconscient de nos parents, du moins d'une partie importante des programmes inconscients que nos parents nous ont transmis à cette période-là de leur vie, enfin de notre vie. Alors, sauriez-vous, vous aussi, identifier vos programmations sur lesquelles vous vous êtes structuré? C'est un travail de longue haleine, on a parfois besoin d'être aidé, mais si cela vous intéresse, sachez que je propose des stages, que ce soit des stages en audio ou en direct, là le 10 et 11 novembre prochain. Vous pouvez participer en visio ou en direct à un stage qui va travailler sur le décryptage de votre projet sens, de vos croyances, comment elles se sont mises en place. Le décodage biologique des maladies donne du sens à vos symptômes, mais comprendre l'origine de nos programmations, ce que sont les peurs, les valeurs ou les croyances parentales, nous permet d'aller encore plus loin sur le chemin de la guérison ou simplement de l'élargissement de nos vies. Voilà, donc je vous propose d'aller encore plus loin dans la compréhension de la santé. Si vous souhaitez obtenir par exemple mes formations qui parlent de ça, mais aussi d'autres qui parlent non pas que de décodage, mais aussi de nutrition, vous le savez, d'exercices, de techniques naturelles de santé, de jeûne, etc. N'hésitez pas à aller sur alsacenaturo.com. Vous pouvez tout trouver en audio vidéo. Vous pouvez aussi me contacter directement à jbnaturo@orange.fr. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis
d'élargir un petit peu votre vision des choses et vous montrer la richesse du fonctionnement du corps humain, comment notre cerveau est en relation directe avec notre biologie, avec nos ressentis, notre émotionnel. On ne peut pas séparer les différents plans, les différents étages de notre corps. Je vous souhaite une belle fin de journée, continuez de m'encourager et de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à faire vivre la chaîne et je vous dis donc à une prochaine.